Sarah André n'avait jamais pensé qu'à 30 ans, elle serait encore célibataire. À l'école, elle avait été la fille que tout le monde croyait être la femme parfaite, organisée, attentionnée, avec des idées claires sur la famille et l'avenir. Mais la vie à Hambourg en avait décidé autrement. Après sa formation d'infirmière à la clinique universitaire d'Eppendorf, s'était ensuivie une série de relations qui n'avaient jamais atteint la profondeur qu'elle souhaitait. Les hommes allaient et venaient, chacun avec ses propres problèmes, son incapacité à s'engager. Un soir de novembre pluvieux, pendant son quart de nuit à l'unité de soins intensifs, Sarah faisait défiler Instagram. Les patients dormaient, les moniteurs bipaient leur rythme monotone, et la solitude pesait plus lourd que d'habitude. Entre les photos de vacances de ses collègues mariés et les annonces de naissance d'anciens camarades de classe, une demande d'amitié apparut qui allait tout changer. Lucas Moreau. La photo de profil montrait un homme en uniforme militaire, des traits anguleux, des yeux bleus perçants, un sourire à la fois fort et vulnérable. L'uniforme était français, mais la description de l'image révélait davantage « Mission de paix de l'ONU, Kaboul ». Parfois, on manque à la maison plus qu'on ne le pense. Sa chronologie était clairsemée mais fascinante, des photos de montagnes afghanes au coucher du soleil, des photos de groupe avec d'autres soldats, visages pixelisés pour des raisons de sécurité, une photo d'une lettre manuscrite à côté d'une tasse de café avec le titre « Ce que je manque le plus, c'est les petites choses ». Sarah accepta la demande. Quelques minutes plus tard, un message arriva. « Excuse-moi du dérangement tardif. Ton profil m'a rappelé quelqu'un que je connaissais autrefois. Tu travailles dans le domaine de la santé. » La conversation qui suivit avait une qualité que Sarah n'avait pas connue depuis des années. Lucas écrivait avec une honnêteté rare. Il parla de la dureté de la vie militaire, de la solitude dans une zone de guerre, des dilemmes moraux d'un soldat naviguant entre les ordres et la conscience. « On apprend ici ce qui compte vraiment », écrivit-il dans leur troisième conversation. La famille, les véritables connexions, une vie qui a du sens. Je vois tellement de destruction chaque jour, cela te fait penser différemment au monde. Sarah se trouva elle-même attendant ces messages. Le décalage horaire signifiait qu'elle se réveillait souvent le matin avec de longs textes réfléchis de sa part. Il demandait comment allait sa journée, ses patients, sans qu'elle ne divulgue de détails, ses rêves. « Tu sauves des vies », écrivit-il une fois. « Je essaie juste d'en protéger. Ce que tu fais est plus important. » Les semaines passèrent. Décembre arriva avec les marchés de Noël et le vin chaud. Mais Sarah se trouva de plus en plus souvent chez elle, son téléphone à la main, parlant avec un homme à des milliers de kilomètres. Le premier message vocal arriva au début décembre. Sa voix était plus grave que prévu, avec un léger accent français quand il parlait allemand. « Désolé pour mon mauvais allemand, » rit-il. « J'apprends encore. Mais je voulais que tu entendes ma voix, pas seulement lire mes paroles. » Le premier appel vidéo était prévu pour la veille de Noël. Sarah s'était préparée pendant 1 heure. La bonne tenue, festive mais pas exagérée. Du maquillage, naturel mais soigné. Sa chambre en arrière-plan rangée. Quand son visage apparut à l'écran, elle retint son souffle. Il était encore plus attirant en mouvement. La manière dont il souriait, comment ses yeux se plissaient quand il riait de ses blagues, la fatigue dans ses traits qui ne faisait que souligner son authenticité. « Tu es magnifique », dit-il doucement. Et pour la première fois depuis des années, Sarah sentit le compliment vraiment sincère. Ils parlèrent pendant 3 heures. Il lui montra son petit logement spartiate, une petite chambre avec un lit de camp, un bureau plein de papiers, une photo de sa mère décédée au mur. « Elle est morte il y a 2 ans. » expliqua-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Le cancer. Je n'ai pas pu être là à la fin. C'est le plus difficile dans ce travail. Tu manques les moments importants. » Sarah sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cet homme, à la fois fort et vulnérable, si loin et pourtant si présent. « J'aimerais que tu sois ici, »
murmura-t-elle, avant de pouvoir se retenir. Les yeux de Lucas s'adoucirent. Moi aussi, Sarah, moi aussi. En janvier, leurs conversations s'intensifièrent. Lucas commença à parler de son avenir. Mon contrat se termine dans 4 mois, raconta-t-il lors d'un appel nocturne. J'en ai assez de la guerre, de la violence. Je veux une vie normale, une femme, peut-être des enfants, une maison quelque part tranquille. Tu y penses parfois à ce genre d'avenir? Sarah ne pensait à rien d'autre. Chaque jour, elle se sentait plus connectée à cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré en personne. Sa meilleure amie, Pauline Colline, en était moins convaincue. « Sarah, tu ne l'as jamais rencontré », l'avertit-elle lors d'un café début février. « Que sais-tu vraiment de lui? T'a-t-il montré des documents officiels, une carte d'identité militaire, n'importe quoi ?» Sarah devint défensive. « Tout le monde n'est pas un arnaqueur, Pauline. C'est un soldat français dans une mission de l'ONU. J'ai vu son uniforme, son logement, d'autres soldats en arrière-plan de ses vidéos. »« Les uniformes peuvent s'acheter, » insista Pauline. « Les décors peuvent se construire. S'il te plaît, recherche au moins sur lui. Cherche son nom sur Google. Vérifie s'il y a vraiment des troupes françaises à Kaboul. » Mais Sarah ne voulait pas faire de recherche. Elle voulait croire. Dans un monde plein de déceptions, Lucas ressemblait à un miracle. Un homme qui la voyait vraiment, qui appréciait son travail, qui voulait un avenir avec elle. Le tournant vint à la mi-février. Lucas l'appela, sa voix tendue d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue avant. « Sarah, je dois te dire quelque chose. C'est compliqué, mais j'ai besoin de ton aide. » Son cœur s'enfonça. C'était le moment, craignait-elle, où le masque tomberait, où il demanderait de l'argent comme dans toutes les histoires de fraude en ligne. Mais ses paroles suivantes furent différentes. « J'ai une possibilité de permission à la maison, » expliqua-t-il. « 2 semaines. Mais il y a un problème. Les vols militaires sont pleins et les vols commerciaux de Kaboul vers l'Europe sont extrêmement chers et compliqués. J'ai économisé assez pour un vol vers Dubaï. C'est plus proche, moins cher. Sarah. » Il hésita. « Me rencontrerais-tu là-bas? Je sais que c'est beaucoup te demander, mais je ne peux plus attendre de te voir. J'ai besoin de toi. Dubaï, la ville des rêves, du luxe, de l'impossible. » Sarah n'avait jamais sérieusement pensé y voyager. « Je paierai pour ton hôtel, » continua Lucas. « Un bel hôtel, tu le mérites. On peut avoir 3 jours ensemble avant que je ne doive retourner. 3 jours pour voir si ce qu'il y a entre nous est réel. Je crois que c'est réel. Sarah, je suis tombé amoureux de toi. » Les paroles flottèrent dans l'air. Sarah sentit des larmes dans ses yeux. « Je suis tombée amoureuse de toi aussi, » murmura-t-elle en retour. « Quand ? » « La semaine prochaine. Je sais que c'est rapide, mais la permission s'est décidée soudainement. Si tu ne peux pas, je comprends. »« Je viens, » interrompit Sarah. « Je prends des congés. Je viens à Dubaï. » Le soulagement de Lucas fut tangible même à travers l'écran. « Tu me rends si heureux. Je vais t'envoyer tous les détails, l'hôtel, les horaires, tout. Sarah, ça va être parfait. Je te le promets. » Cette nuit-là, Sarah ne put pas dormir. L'excitation, la peur, l'espoir, tout tourbillonnait dans sa tête. Elle réserva le vol, demanda un congé, qui fut étonnamment approuvé. Commença à faire ses bagages. Pauline fut horrifiée en l'apprenant. « Sarah, c'est fou, » protesta-t-elle. « Dubaï, seule, pour rencontrer un homme que tu n'as jamais vu en personne, et si c'était un piège ?»« Ce n'est pas un piège, » affirma Sarah. « J'ai discuté en vidéo avec lui, il est réel. »« S'il te plaît, laisse-moi au moins parler à la police, » supplia Pauline. « Ou donne-moi toutes ces informations, n'importe quoi pour la sécurité. » Sarah donna à Pauline le numéro de téléphone et les profils de réseaux sociaux de Lucas à contre-cœur. « Mais tu ne trouveras rien de suspect, » dit-elle avec conviction. Le 20 février, Sarah était dans un avion vers Dubaï. Son téléphone était rempli de messages inquiets de Pauline, mais aussi de textes affectueux de Lucas. « Je ne peux pas attendre de te tenir, » écrivit-il. « Demain à 7 heures, nous serons ensemble, enfin. » Alors que l'avion montait dans la nuit au-dessus de l'Europe, Sarah posa sa tête contre la fenêtre
et sourit. En moins de 8 heures, elle rencontrerait l'homme avec lequel elle avait passé les 3 derniers mois. En moins de 8 heures, sa nouvelle vie commencerait. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que Lucas Moreau n'attendrait pas au Dubai International Airport. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'hôtel luxueux dont il lui avait envoyé l'adresse deviendrait sa tombe. Et ce qu'elle ignorait définitivement, c'est que le commissaire Nicolas Prévost de l'Interpol allemande avait déjà son nom sur son bureau. Un de 12 femmes qui avaient disparu de la même manière au cours des 6 derniers mois. L'aéroport international de Dubaï accueillit Sarah avec une vague d'air chaud, sensible même à 3 heures du matin. Février aux Émirats arabes unis signifiait des températures agréables de 25 degrés, un contraste avec les 2 degrés glaciaux qu'elle avait laissés à Hambourg. L'architecture du terminal était exactement comme les photos qu'elle avait vues en ligne, futuriste, avec des plafonds hauts et des surfaces blancs brillants qui reflétaient la lumière artificielle. Sarah tira sa petite valise à roulettes à travers le contrôle des passeports, son cœur battant plus vite à chaque pas. Quelque part dans cette ville, Lucas l'attendait, ou était censé attendre. Son téléphone vibra quand elle trouva la connexion Wi-Fi de l'aéroport. Un message WhatsApp de Lucas, envoyé il y a 20 minutes. « Mon amour, je suis vraiment désolé. Complications militaires. Mon commandant m'a rappelé à la dernière minute pour un briefing. Je suis toujours à la base en dehors de la ville. Va directement à l'hôtel, je viens aussi vite que je peux. La chambre est réservée sous ton nom. Je t'aime. » La déception frappa Sarah comme un coup physique. Après 3 mois d'attente, après le long voyage, elle ne le verrait même pas à l'aéroport. Elle tapa rapidement une réponse « Tout va bien ? Combien de temps seras-tu absent ?» Le message montra 2 coches bleues, lues, mais aucune réponse ne vint. Sarah attendit 5 minutes, puis 10. Rien. Il était probablement vraiment en plein briefing important, incapable de répondre. Le taxi qu'elle prit était un Toyota Camry blanc impeccable. Le chauffeur, un homme du Pakistan selon son accent, parla à peine pendant les 30 minutes de trajet. Dubaï se déploya devant les yeux de Sarah comme une vision de science-fiction. Le Burj Khalifa s'élevait dans le ciel noir-violet de la nuit. Les gratte-ciels rivalisaient en hauteur et en audace architecturale. Les routes aussi larges et bien entretenues que des pistes d'atterrissage. Mais à cette heure, la ville était calme, presque fantomatique dans sa perfection. L'hôtel dont Lucas lui avait envoyé l'adresse n'était pas l'un des célèbres 5 étoiles que Sarah avait vus dans les guides de voyage de Dubaï. C'était un petit hôtel-boutique à Deira, une partie plus ancienne et moins touristique de la ville près des souks historiques. La façade était élégante mais discrète, avec des éléments architecturaux arabes, fenêtres en arc, gravure sur bois sur la porte d'entrée, un éclairage discret qui signalait la chaleur plutôt que l'extravagance. À la réception, un jeune homme avec un anglais parfait et un sourire professionnel l'accueillit. « Bon matin, madame. Bienvenue au Rimal Palace Hotel. Avez-vous une réservation ?»« Oui, au nom de Sarah André, » répondit-elle. Le réceptionniste tapa dans son ordinateur, ses sourcils se froncèrent légèrement. « Un moment, s'il vous plaît. » Il décrocha le téléphone, parla doucement en arabe avec quelqu'un. Sarah ne comprenait pas les mots, mais le ton semblait interrogatif, préoccupé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, oui, bien sûr, » la rassura-t-il, le sourire revenu sur son visage. « Votre suite est prête. 3e étage. Chambre 315. Votre partenaire a déjà payé pour 3 nuits. » Il lui tendit une clé magnétique. Profitez de votre séjour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. La suite était étonnamment luxueuse pour un hôtel-boutique. Une spacieuse chambre à coucher avec un lit king-size, un salon séparé, une salle de bain en marbre avec une baignoire sur pied. Des portes-fenêtres françaises s'ouvraient sur une petite terrasse avec vue sur la vieille ville. Bâtiment traditionnel bas, au toit plat, minaret au loin. L'étincellement de la rivière de Dubaï. Sarah laissa tomber sa valise et vérifiqua immédiatement son téléphone.
Toujours pas de réponse de Lucas. Elle essaya de l'appeler. Le téléphone sonna 5 fois, puis la messagerie vocale. « Lucas, je suis arrivé à l'hôtel. S'il te plaît, appelle-moi quand tu peux. Je m'inquiète. » L'horloge montrait 4 heures du matin, heure locale, 19 heures à Hambourg. Sarah envoya un court message à Pauline. « Arrivé en sécurité, à l'hôtel. Lucas avait un retard militaire. Viens plus tard. » La réponse vint en quelques secondes. « Sois prudente. As-tu donné à quelqu'un l'adresse de l'hôtel ? J'ai essayé de trouver des informations sur Lucas Moreau. Rien de concret. S'il te plaît, réponds régulièrement pour que je sache que tu vas bien. » Sarah ignora la paranoïa de son amie. Pauline avait toujours eu tendance au dramatique. Elle prit une douche rapide, se changea en vêtements confortables et s'assit sur le lit, son téléphone à la main. 1 heure passa, puis 2. À 6 heures du matin, quand les premiers rayons de soleil se levaient sur Dubaï, son téléphone vibra, enfin. Lucas. Mais ce n'était pas un message vocal ou un appel, juste un court texte. Le briefing dure plus longtemps que prévu. « Repose-toi, mon amour, je suis là vers midi. Fais-moi confiance. » Il y avait quelque chose dans le message qui semblait différent. Le ton était plus court, moins affectueux que ses messages habituels. Pas d'émoji, pas de nom affectueux à part le générique « Mon amour ». Sarah essaya de réprimer son malaise croissant. Il était probablement juste stressé, fatigué par le briefing militaire. Elle décida de dormir, de se reposer un peu avant son arrivée, mais le sommeil ne vint pas facilement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage préoccupé de Pauline, entendait ses paroles d'avertissement. Que sais-tu vraiment de lui ? À 9 heures du matin, Sarah abandonna l'idée de dormir. Elle décida de faire une promenade, d'explorer le souk, peut-être de petit déjeuner quelque part. En quittant la chambre d'hôtel, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le réceptionniste du matin avait disparu, remplacé par une femme plus âgée qui regarda Sarah d'une expression indéchiffrable. Le souk de Deira était déjà animé malgré l'heure matinale. Les commerçants ouvraient leurs boutiques, l'odeur des épices et du pain fraîchement cuit emplissait les ruelles étroites. Sarah acheta un café dans un petit café, où un vieil homme émirassien l'observait avec une curiosité polie. « Touriste » demanda-t-il en anglais. « Oui » répondit Sarah. « Je rencontre quelqu'un ici. »« Soyez prudente » dit l'homme d'un ton inattendu sérieux. « Dubaï est sûr pour la plupart, mais pas tous, spécialement pas pour les femmes seules. » L'avertissement fit tendre l'oreille à Sarah. « Qu'entendez-vous » Mais l'homme secoua juste la tête et se tourna vers le client suivant. Sarah retourna à l'hôtel, son malaise croissant à chaque pas. Il était maintenant 11 heures. Lucas avait dit midi, encore 1 heure. De retour à la suite, elle vérifia obsessivement son téléphone. Aucun nouveau message. Elle essaya d'appeler Lucas à nouveau, directement la messagerie vocale. Elle envoya un WhatsApp. « Es-tu en route ?» Le message resta sur un seul crochet gris. Pas même livré. À midi, alors que la chaleur de midi mettait Dubaï dans une demi-torpeur paresseuse, Sarah était assise sur le lit, son téléphone serré si fort que ses articulations étaient blanches. Aucun message, aucun appel. Elle essaya de penser rationnellement. Peut-être son téléphone n'avait pas de réseau, peut-être le briefing était plus compliqué que prévu. Peut-être. À 1 heure de l'après-midi, Sarah entendit des coups à sa porte. Son cœur sauta. Lucas! Enfin! Elle courut à la porte et l'ouvrit sans regarder par le Judas. Mais ce n'était pas Lucas. C'étaient 2 hommes en costume sombre, leur visage sérieux et professionnel. L'aîné, un homme d'environ 50 ans avec des cheveux gris aux tempes, parla en anglais. « Mademoiselle André ? Je suis l'inspecteur Rachid Al-Mansouri de la police de Dubaï. Pouvons-nous entrer ?» Le monde de Sarah commença à tourner. « Quoi ? Pourquoi ? » ?»« C'est à propos de Lucas Moreau, » dit l'inspecteur, son ton doux mais ferme. « Nous devons vous parler, c'est important. » Sarah les laissa entrer, ses jambes soudainement faibles. Les 2 policiers ne s'assirent pas. L'inspecteur tira une tablette,
lui montra une photo. « Est-ce l'homme que vous connaissez comme Lucas Moreau ?» La photo montrait un homme en uniforme militaire, mais ce n'était pas la même photo du profil de Lucas. Cet homme était similaire, mais différent. Les yeux étaient plus sombres, le visage plus mince. « Je ne suis pas sûr, » bégaya Sarah. L'uniforme ressemble à celui qu'il portait dans les vidéos, mais le visage. « Cet homme, dit l'inspecteur, est Luc Moreau. C'est un véritable soldat français, stationné au Mali, pas en Afghanistan. Son identité a été volée il y a 6 mois. Ces photos ont été utilisées pour attirer au moins 12 femmes aux Émirats. » La respiration de Sarah s'arrêta. « Quoi? Qu'entendez-vous par attirer ?» Le jeune policier parla pour la première fois, son anglais avec un fort accent arabe. « Mademoiselle André, nous croyons que vous êtes en danger. L'homme avec lequel vous avez communiqué n'est pas réel. Il fait partie d'une organisation criminelle. Nous devons vous placer en détention préventive. »« Non, » chuchota Sarah. « Non, vous vous trompez. J'ai discuté en vidéo avec lui, je l'ai vu. »« Technologie deepfake », expliqua l'inspecteur Al-Mansouri. « Très avancée. Ils peuvent falsifier les appels vidéo en direct, superposer le visage d'un véritable soldat sur le visage d'un criminel. Mademoiselle André, combien d'informations vous avez données à cet homme sur vous-même ?» Sarah sentit la panique monter. « Ma adresse, mon lieu de travail, ma famille. T'a-t-il demandé de l'argent ? Non, jamais. T'a-t-il demandé de venir ici? À Dubaï? Oui, mais il a dit... » « Il n'est pas ici, » interrompit l'inspecteur. « Il n'a jamais été ici. Mademoiselle André, vous devez venir immédiatement avec nous. Cet hôtel... » Un coup bruyant à la porte les figea tous. Mais ce n'était pas un coup normal. C'était urgent, presque désespéré. Une voix masculine cria en allemand. « Sarah, Sarah, c'est moi. Ouvre la porte. » La voix de Lucas. La voix qu'elle avait entendue pendant 3 mois. Sarah se déplaça vers la porte, mais l'inspecteur Al-Mansouri la retint. « Non, » ordonna-t-il. « C'est lui, » chuchota Sarah. « C'est Lucas. » Le jeune policier sortit une arme. La voix dehors devint plus urgente. « Sarah, s'il te plaît, la police, ils mentent, ils veulent nous séparer. Ouvre la porte. » L'inspecteur Al-Mansouri parla doucement dans un talkie-walkie en arabe, puis à Sarah, « Restez derrière nous. » Il ouvrit la porte. Ce que Sarah vit resterait à jamais gravé dans sa mémoire. L'homme à la porte portait bien un uniforme militaire, français, exactement comme dans les photos, mais le visage était complètement faux. Ce n'était pas l'homme des appels vidéo, loin s'en faut. Cet homme était plus grand, plus musclé, avec une barbe complète et des yeux presque noirs. Sa peau était brûlée par le soleil d'une manière qui suggérait des années au désert, pas des mois. Et dans sa main droite, partiellement caché derrière son dos, quelque chose de métallique brilla. « Police, les mains en l'air !» commanda le jeune officier en anglais. Son arme pointait sur l'homme. Pendant un moment, tout était silencieux. Sarah pouvait entendre son propre cœur dans ses oreilles, un battement sourd qui semblait ralentir le monde. L'homme à la porte ne regarda pas les policiers. Ses yeux étaient fixés sur Sarah, et dans ce regard, elle vit quelque chose qui glaça son sang. Pas l'amour, pas le désir, mais une évaluation froide et calculée. « Sarah, » dit-il à nouveau, sa voix maintenant moins urgente, presque résignée. « Je suis désolé. » Puis il bougea, rapidement, malgré sa taille. Sa main jaillit derrière son dos, mais pas avec une arme, avec un téléphone. Il tapa quelque chose, un simple appui, avant que le jeune policier ne le plaque au sol. Le téléphone tomba sur le tapis du couloir, l'écran montrant un seul message. Plan B activé. L'inspecteur Al-Mansouri réagit immédiatement. Il saisit le bras de Sarah et la tira hors de la chambre. « Nous partons, tout de suite. »« Qu'est-ce qui se passe ?» cria Sarah alors qu'il courait dans le couloir. « Qu'est-ce que ça signifie, plan B ?» Mais l'inspecteur ne répondit pas. Ils atteignirent l'escalier, pas l'ascenseur, et commencèrent à dévaler les marches. Au 2e étage, ils entendirent des cris venant d'en haut. Une explosion, pas bruyante, mais distincte. Sarah essaya de se retourner, mais Al-Mansouri la tenait. « Ne regarde pas !»
continue à avancer. Ils atteignirent le hall. La réceptionniste plus âgée avait disparu, remplacée par le chaos. Les clients de l'hôtel couraient vers la porte de sortie, les alarmes hurlaient. La fumée commençait à descendre des étages supérieurs. Un deuxième policier, qui attendait dehors, ouvrit la porte arrière d'un SUV noir. « Montez !» ordonna Al-Mansouri. Sarah obéit mécaniquement, son esprit luttant pour traiter ce qui venait de se passer. Le véhicule accéléra dans les rues de Dubaï. Les sirènes hurlaient au loin. Al-Mansouri parla rapidement en arabe dans son talkie-walkie, puis passa à l'anglais pour Sarah. L'homme qui s'était fait passer pour Lucas, son vrai nom est Karim Al-Rachidi. Il fait partie d'un réseau international spécialisé dans les arnaques amoureuses et la traite des êtres humains. Vous n'étiez pas sa première victime, mademoiselle André, vous étiez la 13e. 13e ? Répéta Sarah faiblement. Qu'est-il arrivé aux autres? Le silence de l'inspecteur fut réponse suffisante. Sarah sentit la bile remonter dans sa gorge. Je ne comprends pas. Il n'a jamais demandé de l'argent. Qu'est-ce qu'il voulait de moi? Pas l'argent, expliqua Al-Mansouri. L'identité, l'accès. Vous travaillez dans le domaine de la santé, avez accès aux systèmes médicaux, aux médicaments, aux informations confidentielles. Cela vous rend précieuse pour l'organisation. Mais je ne lui ai rien donné, protesta Sarah. Pas de mot de passe, pas directement, mais vous avez envoyé des photos, n'est-ce pas? De votre travail, de votre vie quotidienne, peut-être un selfie en uniforme de clinique avec votre badge visible? Sarah sentit la réalisation glaciale. Elle avait exactement fait cela. Des douzaines de photos au cours de 3 mois, des clichés inoffensifs de sa vie qu'elle avait partagés avec l'homme dont elle pensait qu'elle était amoureuse. Le SUV s'arrêta devant un bâtiment moderne dans le centre-ville de Dubaï. « Siège de la police de Dubaï », expliqua Al-Mansouri. « Vous êtes en sécurité ici. Nous avons des questions, beaucoup de questions. Mais d'abord, son téléphone sonna. Il écouta. Son visage s'assombrit. « Quand? Êtes-vous sûr ?» Il raccrocha et regarda Sarah avec un mélange de pitié et de dureté professionnelle. « Mademoiselle André, je dois vous dire quelque chose. Votre amie en Allemagne, Pauline Collin, elle a contacté Interpol ce matin à propos de vous. »« Pauline ?» Le cœur de Sarah tressauta. « Va-t-elle bien ?» Elle a contacté un enquêteur allemand nommé commissaire Nicolas Prévost. Il est spécialisé dans les opérations internationales d'arnaque amoureuse. Il est déjà en chemin ici. À Hambourg, à 1200 km de distance, le commissaire Nicolas Prévost était assis dans son bureau au département d'Interpol, entouré de dossiers. 12 femmes, toutes entre 25 et 35 ans. Toutes vivant seules, toutes dans le domaine de la santé ou dans des positions ayant accès à des systèmes sensibles, toutes contactées par Lucas Moreau ou des variations du même profil. 8 étaient mortes, 3 disparues. Une, Sarah André, était encore en vie, mais pour combien de temps? Le téléphone de Prévost sonna. Police de Dubaï. « Nous l'avons, » dit la voix d'Al-Mansouri. « Elle est sûre, pour l'instant. Et le coupable? En détention, mais il ne parle pas. Il demande un avocat, refuse de dire quoi que ce soit. Mais nous avons déverrouillé son téléphone. Le message chiffré? Nous l'avons vu. Frist, le 23 février minuit, mais Sarah est en détention préventive. C'est le problème, interrompit Prévost. Le message a été envoyé à quelqu'un en interne, quelqu'un dans votre propre département. Prévost sentit son estomac se serrer. Vous avez une taupe. Pire, nous ne savons pas qui. Le message est allé à un numéro appartenant à un téléphone jetable. Nous avons vérifié les téléphones de tous les officiers ayant accès au dossier de Sarah. 24 personnes. Rien. Qui que ce soit, et c'est prudent. Le siège social de la police semblait presque paisible à l'aube. Les officiers changèrent de car, le café était préparé, la routine régnait. Mais Prévost avait appris que la routine était souvent la couverture parfaite pour la trahison. Il insista pour voir Sarah immédiatement.
Elle était assise dans le même salle d'interrogatoire où elle avait passé la nuit. Officier Léla à ses côtés. Les yeux de Sarah étaient rouges d'avoir pleuré. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait la tasse de thé. « Mademoiselle André », commença Prévost en allemand, sa voix douce mais autoritaire. « Je suis le commissaire Prévost. Votre amie Pauline m'a contacté. Je suis ici pour vous aider. » Sarah leva les yeux, ses yeux montrant un mélange d'espoir et de désespoir. « 8 femmes, chuchota-t-elle. Pauline a dit que 8 femmes sont mortes à cause de cet homme. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Vous n'avez rien fait, assura Prévost, et s'assit en face d'elle. Ces hommes, cette organisation, ils recherchent des victimes spécifiques. Les femmes dans les professions médicales, vivant seules, assez intelligentes pour être précieuses, mais isolées assez pour être vulnérables. Mais pourquoi tuer? Insista Sarah. S'il voulait des informations, il aurait pu me garder en vie, me faire chanter. Parce que les témoins morts ne parlent pas, expliqua Prévost sans détour, et parce que chaque meurtre leur donne plus de contrôle sur les victimes survivantes. Il y a d'autres femmes dans ce réseau, mademoiselle André, des femmes qui coopèrent par peur que la même chose leur arrive. Sarah ferma ses yeux. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Vous quittez Dubaï. Aujourd'hui, décida Prévost. J'ai déjà parlé avec l'ambassade allemande. Nous avons un vol à 14 heures. Non, interrompit Al-Mansouri de la porte. C'est impossible. Prévost se tourna rapidement. Qu'entendez-vous par impossible? C'est une citoyenne allemande, victime d'un crime. Et témoin dans une enquête active, contra Al-Mansouri. La loi des Émirats exige qu'elle reste jusqu'à ce que Karim al-Rachidi soit officiellement inculpé. Cela peut prendre des jours, peut-être des semaines. « Vous n'avez pas des jours ?» explosa Prévost. « En 38 heures, c'est la limite. Si elle reste ici, alors nous la protégeons, » dit fermement Al-Mansouri. « Nous la déplaçons hors de ce bâtiment, la conduisons dans une maison sûre, gardée 24 heures sur 24. Mais elle ne peut pas quitter Dubaï. » Prévost voulait argumenter, mais quelque chose dans le ton d'Al-Mansouri le fit s'arrêter. L'inspecteur n'était pas stupide. S'il insistait pour que Sarah reste, il avait une raison. « Un mot, » dit Prévost, « en privé. » Ils sortirent dans le couloir. Al-Mansouri parla doucement et rapidement. « Je veux l'utiliser comme appât. » Prévost le fixa du regard. « Vous êtes fou. Écoutez-moi. Qui que ce soit la taupe, il s'attend à ce qu'elle soit ici. Si elle disparaît soudainement, il saura que nous avons des soupçons. Il disparaîtra, et nous ne saurons jamais qui c'est. Mais si elle reste, si on prétend que tout va bien, il essaiera de la tuer, et vous le attraperez, » termina Prévost la phrase. « C'est incroyablement dangereux. Moins dangereux que l'alternative, » argumenta Al-Mansouri. « Cette organisation a une portée, commissaire. S'ils veulent que mademoiselle André meure, ils trouveront des moyens, même en Allemagne. Ici, maintenant, nous avons une chance de les arrêter. » Prévost garda le silence longtemps, pesant les options. Sarah doit être d'accord, et si elle dit non, nous la ramenons immédiatement en Allemagne, droit de l'Émirat ou pas. Ils retournèrent à la salle d'interrogatoire. Prévost expliqua le plan. Ses paroles soigneusement choisies pour ne pas minimiser le danger, mais aussi pour ne pas l'exagérer. Sarah écouta, son visage parcourant une série d'émotions, peur, colère, puis quelque chose d'inattendu, la détermination. « 8 femmes, dit-elle finalement. 8 femmes qui croyaient avoir trouvé l'amour, qui sont venues à Dubaï pleines d'espoir, et elles sont toutes mortes parce que personne n'a arrêté cet homme. » Elle regarda directement dans les yeux de Prévost. « Si je peux l'aider à le arrêter, pas seulement Karim, mais l'organisation entière, alors je reste. »« Sarah !» commença Prévost. « Je reste !» répéta-t-elle plus fermement. « Mais j'ai une condition. Quand ce sera fini, quand nous les aurons attrapées, je veux entendre les histoires des autres femmes. Je veux savoir qui elles étaient. Elles méritent d'être remembrées comme plus que juste des victimes. » Le plan fut mis en exécution rapidement. Sarah serait officiellement transférée dans une maison sûre.
En réalité, un appartement au 3e étage d'un bâtiment à Jumeirah, équipé de caméras cachées et d'une liaison directe avec une équipe tactique qui attendrait 2 étages en dessous. Seulement 6 personnes connaîtraient la vraie position. Al-Mansouri, prévost, officer Leila et 3 officiers triés sur le volet auxquels Al-Mansouri ferait confiance de sa vie. Mais dans la base de données de la police, une autre information serait saisie, un piège. La position officielle de Sarah serait inscrite comme Hôtel Rimal Palace, chambre 315, le même hôtel, la même chambre où elle aurait dû être. Qui que ce soit la taupe, ils verraient cette information et la transmettraient. Et puis, ils attendraient. À 11 heures, Sarah a été officiellement transférée depuis le siège de la police. Un convoi de 2 SUV, des sirènes, tout le spectacle. Les caméras l'ont capté, intentionnellement. Le message devait être clair. Sarah André avait été transférée, mais restait toujours à Dubaï, toujours accessible. Dans l'appartement sûr, Sarah s'assit sur un canapé, officer Leila à ses côtés, tandis que les techniciens installaient les équipements de surveillance. « Combien de temps ?» demanda Sarah. « Jusqu'à ce que nous sachions qui est le traître ?»« Des heures, peut-être, » répondit Leila. « Il doit accéder à l'information, la transmettre. Nous surveillons chaque requête de base de données, chaque appel, chaque message. » Dans une salle de surveillance à 3 kilomètres de là, Prévost et Al-Mansouri étaient assis devant une 12aine d'écrans. Chacun montrait un angle différent du siège de la police, chaque officier qui aurait pu avoir accès au dossier de Sarah. « Combien de temps l'organisation a-t-elle normalement ?» demanda Al-Mansouri. « Entre l'information et l'action ?»« Dans les cas précédents, 4 à 6 heures, répondit Prévost. Ils sont efficaces. » Les heures s'écoulaient lentement. 12 heures, 13 heures, 14 heures. Rien. Pas d'accès suspect à la base de données, pas de messages chiffrés, pas de mouvements inhabituels. À 15 heures, Prévost commença à se demander s'ils avaient fait une erreur. Peut-être que la taupe était plus intelligente que prévu. Peut-être avait-il déjà compris que c'était un piège. Puis, à 15h42, un ordinateur bipa. Un technicien cria. « Accès à la base de données. Quelqu'un a interrogé la nouvelle position de Sarah. »« Qui ?» exigea Al-Mansouri. Le technicien tapa frénétiquement. « Terminal informatique 27B, c'est... » « Oh non !» Son visage devint blême. « C'est le terminal de l'officier Leila. » Le monde semblait s'arrêter pendant un moment. Officier Leila. L'officier de police féminin gentil qui était resté toute la nuit avec Sarah. Qui était maintenant, en ce moment, seul avec Sarah dans l'appartement sûr, avec une arme chargée à sa ceinture. « Équipe tactique, immédiatement !» hurla Al-Mansouri dans son talkie-walkie. « La cible est officer Leila, elle est armée et dangereuse. » Mais dans l'appartement sûr, c'était déjà trop tard. Sarah était assise sur le canapé, inconsciente, alors que l'officer Leila se levait et allait vers la porte, prétendument vérifier le relève. À la place, elle verrouilla la porte de l'intérieur. Quand elle se tourna, son arme était dans sa main, pointée directement sur la tête de Sarah. « Je suis désolé, » dit Leila, sa voix n'étant plus gentille, mais froide, professionnelle. « Mais certaines dettes doivent être payées. » Et Sarah André, qui pensait être en sécurité, comprenait finalement que l'ennemi le plus dangereux est celui qu'on ne voit pas venir. Le monde se réduisit à un point noir circulaire au bout du canon du pistolet de Leila. Sarah ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser, ne pouvait que fixer ce petit trou qui pouvait terminer sa vie en quelques fractions de secondes. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle finalement. Ce n'était pas le dernier mot le plus éloquent, mais c'était tout ce que son esprit pouvait produire en ce moment. Le visage de Leila montrait quelque chose d'inattendu, pas la froideur ou la cruauté, mais une sorte de résignation épuisée. « Ma fille » dit-elle doucement. « Ils ont ma fille. » Sarah força son attention à se concentrer, sa formation d'infirmière ayant repris le contrôle, la partie de son cerveau qui restait analytique en cas de crise. Parle avec elle. Construis une connexion. Gagne du temps.
Qui a votre fille? Demanda Sarah, sa voix étonnamment stable. L'organisation. Les mêmes gens qui t'ont amené ici. La voix de Leila tremblait légèrement. L'arme vacillait. Il y a 2 ans, mon Amira avait 19 ans, étudiait à Londres. Elle a disparu après un rendez-vous avec un homme qu'elle avait rencontré en ligne. 3 jours plus tard, j'ai reçu une vidéo. Elle était. Sa voix s'étouffa. Ils ont dit qu'ils la libéreraient si je coopère. Juste un peu d'informations ici. Un point aveugle là. Rien de grave ont-ils promis. Sarah vit sa chance. Mais ils ne l'ont jamais libérée, n'est-ce pas? Leila secoua la tête. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues, mais larmes restaient stables. Chaque fois que je pensais que c'était fini, ils en demandaient plus. Une seule de plus, disait-il toujours. Une seule femme de plus, et tu récupères Amira. Mais ça n'arrête jamais. Ça n'arrivera jamais. Alors arrête maintenant, dit Sarah doucement. Maintenant. Laisse tomber l'arme. Nous pouvons trouver votre fille ensemble. Tu ne comprends pas, explosa Leila. Ils l'ont quelque part en Asie du Sud-Est. Thaïlande, Cambodge, je ne sais pas même. Même si je te trahis, si j'arrête de coopérer, ils vont la tuer, par vengeance. Ils me l'ont prouvé. Ils m'ont envoyé une vidéo d'une autre femme, la fille d'un autre officier qui essayait de s'opposer. Elle ne pouvait pas continuer, ses paroles étouffées par des sanglots. Sarah se leva lentement, main levée dans le geste universel de reddition. « Officier Leila, écoutez-moi, je suis infirmière. Chaque jour, je vois des gens qui doivent prendre des décisions impossibles, entre les traitements qui pourraient fonctionner ou non, entre la vie et la mort. Et savez-vous ce que j'ai appris? La seule mauvaise décision est de ne pas en prendre. Qu'entendez-vous? Cela signifie qu'en ce moment, vous avez le pouvoir de faire la bonne chose. Pas pour moi, pas pour la police, mais pour votre fille. Parce que si vous me tuez, vous serez juste une autre morte que ces monstres peuvent utiliser pour contrôler la personne suivante. Mais si vous combattez, si vous leur montrez que vous n'avez plus peur... »« J'ai peur !» cria Leila. « Je suis terriblement effrayée. » À ce moment, quand la concentration de Leila se rompit pendant une fraction de seconde, la porte du balcon explosa vers l'intérieur, pas par la porte principale qui était verrouillée, mais par le balcon. L'équipe tactique avait escaladé le mur extérieur. 3 figures masquées se précipitèrent, leurs mouvements si rapides et précis qu'ils étaient presque invisibles. L'un d'eux, le plus grand, se jeta directement sur Leila. Le pistolet tira. Le bang dans la pièce fermée était assourdissant. Sarah sentit quelque chose de chaud la frôler, le sifflement d'une balle qui manquait de quelques centimètres. Puis, elle était au sol, de fortes mains la poussant vers le bas, une voix criait en arabe. Quand la poussière se dissipa, Sarah vit Leila au sol, main derrière le dos dans des menottes, 3 officiers au-dessus d'elle. L'officière de police ne pleurait plus. Elle riait, un bruit hystérique et brisé. « Ils vont la tuer !» répétait-elle encore et encore. « Vous m'avez attrapé, donc ils vont tuer Amira. C'est la règle. C'est toujours la règle. » Le commissaire Prévost vint à travers la porte du balcon détruite, suivi de l'inspecteur Al-Mansouri. Les 2 hommes avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Sarah !» Prévost respira, son allemand maintenant avec une touche de soulagement. « Êtes-vous blessée ?» Sarah tâta sa joue, sa main revint avec une traînée de sang. La balle l'avait effleurée, pas plus. « Je vis. » Al-Mansouri s'agenouilla à côté de Leila, son visage un masque de douleur et de trahison. « Amira, dit-il doucement, votre fille Amira, pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Nous aurions pu l'aider. » « Vous ne pouvez pas aider, » sanglota Leila. « Personne ne peut, ils sont partout, ils savent tout. Même maintenant, pendant que nous parlons, ils savent déjà que j'ai échoué. Et Amira paiera le prix. » Prévost sortit son téléphone, tapa rapidement, puis montra l'écran à Leila. C'était une photo d'une fille, 19 ou 20 ans, avec les yeux de Leila et un sourire nerveux. « Est-ce votre fille ?» demanda-t-il. Leila fixa du regard, son visage traversa le choc, l'espoir, la confusion. « C'est Amira. Mais comment ?»« Cette photo a été prise ce matin, » expliqua Prévost.
dans une maison sûre à Bangkok. Votre fille a été libérée il y a 3 jours dans le cadre d'une opération coordonnée. Interpol, police thaïlandaise, 6 autres agences. Le silence dans la pièce était absolu. Leila fixa la photo, son esprit luttant pour traiter ce qui semblait impossible. Elle est libre, confirma Prévost, ainsi que 17 autres femmes du même endroit. L'opération a commencé il y a 4 mois. Nous savions à votre sujet, officer Leila. Nous savions que quelqu'un dans l'équipe d'Al-Mansouri était compromis. Mais nous avions besoin de preuves et nous avions besoin de temps pour localiser tous les prisonniers simultanément. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» chuchota Leila, de nouvelles larmes, cette fois de soulagement, coulaient. « Parce que nous ne pouvions pas être sûrs de comment vous réagiriez, » dit Al-Mansouri doucement. « Nous avions besoin que vous agissiez naturellement pour que l'organisation n'ait pas de soupçons. Si vous aviez su qu'Amira était en sécurité, vous auriez peut-être agi différemment, et ils auraient pu bouger d'autres prisonniers avant que nous frappions. » Le poids des années de peur, de compromis, de culpabilité semblait tomber des épaules de Leila. Elle s'effondra dans les bras des officiers, son corps secoué de sanglots. Sarah, toujours assise sur le sol, sentait un mélange confus d'émotions. Soulagement qu'elle vive, colère à propos de ce qui aurait pu arriver, mais aussi, étonnamment, de la pitié pour Leila. « Qu'est-ce qui va lui arriver ?» demanda Sarah. Al-Mansouri soupira. Ça va être compliqué. Elle a enfreint les lois, mis des vies en danger, mais elle l'a fait sous la contrainte et ces informations, si elle est prête à coopérer, pourraient nous aider à démonter l'organisation entière. « Je vais tout dire, » dit immédiatement Leila, sa voix rauque. « Les noms, les lieux, les comptes, tout ce que je sais. Mais s'il vous plaît, laissez-moi parler à Amira. Juste une fois, je dois savoir qu'elle va vraiment bien. » Prévost fit un signe de tête à un technicien qui mit rapidement en place une conversation vidéo sécurisée. Quelques instants plus tard, un visage apparut sur l'écran, la fille sur la photo, Amira. Ses yeux s'élargissaient en voyant sa mère. « Maman ?» Sa voix se brisa. Les retrouvailles, même par écran, étaient à la fois magnifiques et déchirantes, tandis que la mère et la fille parlaient, en arabe, rapidement et émotionnellement. Prévost tira Sarah à l'écart. « Vous avez été très courageuse aujourd'hui, » dit-il. « La manière dont vous avez parlé avec elle, comment vous avez gagné du temps. »« Je n'avais pas le choix, » répondit Sarah honnêtement. « Mais commissaire, ce que vous avez dit à propos d'une opération coordonnée, l'organisation est-elle vraiment démantelée ?» Le visage de Prévost s'assombrit. « Les prisonniers sont libres. Certains opérateurs de niveau moyen sont arrêtés. Mais les gens au sommet, ceux avec l'argent réel et le pouvoir réel, ils sont toujours dehors. » Et Karim, l'homme qui prétendait être Lucas, en détention. Mais c'est seulement un visage, Sarah. Une dizaine comme lui attend de prendre sa place. La réalité frappa Sarah comme de l'eau froide. Elle était sûre, Amira était sûre, 17 autres femmes étaient sûres. Mais la machine qui les avait tous mis en danger existait encore, affamée et impitoyable. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, » dit Al-Mansouri, qui avait entendu leur conversation, « vous rentrez à la maison, retour à Hambourg, retour à votre vie, et vous essayez d'oublier que cela s'est jamais produit. » Mais Sarah savait qu'elle ne pourrait jamais oublier. Pas la peur, pas le visage désespéré de Leila, pas les 8 femmes qui n'ont pas eu la chance de survivre. Plus important encore, elle n'oublierait jamais que quelque part là-bas, des hommes étaient assis, riches et puissants et impunis, qui dirigeaient ce spectacle d'horreur. Et alors qu'elle se tenait dans cet appartement détruit à Dubaï, entourée de police et d'armes et des restes d'un presque meurtre, Sarah André prit une décision. Ce n'était pas fini, pas pour elle, mais elle ne savait pas que le tournant le plus dangereux de l'histoire allait encore venir. Qu'en moins de 12 heures, son nom serait à nouveau sur une liste de meurtres, et que cette fois, le tueur serait beaucoup plus proche que quiconque ne pouvait l'imaginer. Sarah André
aurait dû être assise dans un vol Lufthansa en retour à Hambourg le 23 février à 14 heures. Ses bagages étaient emballés, son passeport était prêt, et le commissaire Prévost avait personnellement organisé son escorte à l'aéroport. Les dernières heures à Dubaï, elle les passa dans une autre maison sûre, cette fois avec 4 gardes armés et sans officer Leila. Mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le pistolet de Leila, entendait la voix de Karim sur les appels vidéo enregistrés, sentait le fantôme des fausses promesses de Lucas Moreau. À 6 heures du matin, le téléphone de Prévost sonna. Sarah entendit sa voix sourde du salon, le ton passant de routine à alarmer. Quelques instants plus tard, il apparut à sa porte, son visage pâle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sarah, sachant déjà que ce ne pouvait pas être bon. « Karim al-Rachidi, » dit Prévost lentement. « Il est mort. » Les mots flottaient dans l'air. Comment? Il était en haute sécurité. C'est exactement ce que nous essayons de découvrir. Prévost s'assit lourdement sur une chaise. Son corps a été trouvé il y a 1 heure. Pas dans sa cellule. À l'hôtel Rimal Palace, chambre 315. Sarah sentit du froid glacial descendre sa colonne vertébrale. C'est la chambre où j'aurais dû être, la chambre inscrite dans la base de données de piège. Oui, la voix de Prévost était plate, professionnelle, mais Sarah pouvait entendre la colère en dessous. Quelqu'un l'a contrebandé hors de la garde à vue de la police, l'a amené dans cette chambre d'hôtel et l'a tué là-bas. Un message. À qui? À nous. À quiconque penserait témoigner contre l'organisation. Karim en savait trop. Il était une faiblesse. Donc ils l'ont éliminé et l'ont rendu assez public pour envoyer un avertissement, mais assez subtil pour que cela ressemble à autre chose. Sarah essaya de traiter. À quoi ça ressemble? Prévost hésita, puis décida qu'elle méritait la vérité. À un suicide. Il s'est prétendument pendu au rideau de douche. Mais les traces forensiques, les marques sur son cou, la position du corps, tout est faux. Il a été étranglé, puis encadré. L'ironie n'était pas perdue pour Sarah. Karim al-Rachidi, l'homme qui avait attiré des douzaines de femmes à leur mort, tué dans la chambre exacte où elle aurait dû mourir, de la même manière qu'il aurait encadré son décès. Qui avait accès à lui? Demanda Sarah. C'est la question qu'Al-Mansouri pose à chaque personne dans son département en ce moment. Ça devait être quelqu'un avec la plus haute autorisation. Quelqu'un à qui on faisait confiance. Prévost se leva et commença à arpenter la pièce. Le problème, Sarah, c'est que cela montre à quel point l'organisation est profondément infiltrée. Non seulement un officier compromis comme Leila, mais peut-être plusieurs, à différents niveaux. Sarah pensa aux 8 femmes dont elle connaissait maintenant les noms. Marie Dubois de Lyon, disparue en septembre. Elena Schmidt de Berlin, octobre. Natacha Volkov de Moscou, novembre. Chacune d'elles croyait avoir trouvé l'amour. Chacune d'elles avait été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel 3 jours après son arrivée à Dubaï. Les scènes soigneusement encadrées pour ressembler à des accidents ou à des suicides. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Sarah. « Vous rentrez à la maison, » dit fermement Prévost, « dans 3 heures. Pas de retard, pas de changement. L'organisation vient de montrer qu'elle peut opérer à Dubaï, même sous nos yeux. Je veux que vous soyez loin d'ici. » Mais Sarah secoua la tête. « Je veux aller à l'hôtel. Je veux voir la chambre 315. » « Absolument pas. »« Je dois. » interrompit Sarah, sa voix plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Je dois voir la chambre où j'aurais été morte, où Karim a été tué à la place. J'ai besoin de fermeture, s'il vous plaît. » Contre son meilleur jugement, Prévost accepta. 1 heure plus tard, il se tenait devant la chambre 315, entouré de techniciens judiciaires et de rubans de police. La chambre était presque identique à celle où Sarah avait passé sa première nuit. Le même mobilier, la même disposition, la même fenêtre avec vue sur Deira, mais l'atmosphère était complètement différente.
C'était une scène de crime, un but de mort et de trahison. Le corps de Karim avait déjà été retiré, mais les marques restaient, le rideau de douche arraché, les meubles perturbés, la poudre d'empreinte digitale partout. Un enquêteur judiciaire expliqua la scène en anglais. Il a été attaqué par derrière, étranglé professionnellement jusqu'à l'inconscience. Puis il a été pendu pour simuler un suicide, mais il était déjà mort quand il a été pendu. Pas de marque de défense, pas de signe de lutte au moment de la pendaison. Sarah se déplaça à travers la pièce comme en transe. C'est ici que son corps aurait dû être retrouvé. C'est ici que des équipes judiciaires auraient pris des photos d'elle, auraient écrit des rapports, auraient appelé sa famille avec la nouvelle la plus terrible. « Pourquoi » chuchota-t-elle. Prévost comprenait la question. « Pourquoi tue-t-il les femmes après 3 jours? Nous croyons que c'est un rituel, une signature. Jour 1, isolement, désorientage. Jour 2, collecte d'informations, effondrement psychologique. Jour 3, élimination. C'est systématique, prévisible. Cela leur donne du contrôle. » « Non, » dit Sarah, se retournant. « Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens font cela? Pour l'argent, le pouvoir? Qu'est-ce qui justifie la destruction de vie? » « Rien ne justifie cela, » répondit simplement Prévost. « C'est pourquoi nous les appelons des criminels. » Le retour à Hambourg était surréaliste. Le vol, l'arrivée, Pauline attendant à l'aéroport avec des larmes et une étreinte désespérée. Le retour dans son appartement, qui était exactement comme elle l'avait laissé, comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Au cours des semaines suivantes, Sarah en apprit davantage. Officier Leila coopérait pleinement avec les enquêteurs, ses informations menant à des arrestations dans 6 pays. Les 17 femmes libérées de Bangkok, y compris la fille de Leila Amira, ont commencé leur long chemin vers la guérison. Mais les chefs de l'organisation, les financiers, les protecteurs, les vrais puissants, restaient dans l'ombre, hors de portée. 6 mois plus tard, Sarah André n'était plus assise à l'unité de soins intensifs de la clinique universitaire de Hambourg. Au lieu de cela, elle était assise dans une salle de conférence chez Interpol, devant une douzaine d'enquêteurs de différents pays, partageant son histoire. Elle avait appris que la survie ne suffisait pas. Les 8 femmes qui n'avaient pas eu sa chance méritaient plus que le silence. Le modèle est toujours le même, expliqua Sarah, montrant une présentation qu'elle avait créée avec l'aide de Prévost. Isolation, romance, fausse confiance, puis l'invitation à voyager. Les signaux d'alerte sont là, mais on nous a formés à les ignorer, à voir le meilleur chez les gens. Son travail avec Interpol avait déjà aidé à identifier 3 autres opérations avant que les femmes ne soient en danger. Son visage était maintenant connu dans les cercles anti-traite, son histoire un exemple avertisseur. Pauline s'asseyait souvent dans le public pendant les présentations de Sarah, son visage un mélange de fierté et de préoccupation persistante. Après une présentation à Berlin, une jeune femme s'approcha de Sarah, les larmes aux yeux. « Je pensais que j'étais la seule, » chuchota-t-elle. « Je parlais à quelqu'un en ligne, un soldat en Syrie. Il m'a demandé de venir à Istanbul, mais après votre discours. J'ai recherché. La photo qu'il utilisait appartient à un véritable soldat, mais le vrai soldat est de mon âge, pas 40 comme l'homme prétendait. » Sarah l'étreignit fermement. « Vous avez sauvé votre propre vie aujourd'hui. Soyez fiers de cela. » Ce soir-là, seule dans sa chambre d'hôtel, Sarah s'autorisa pour la première fois depuis des mois à pleurer. Pas pour elle-même, mais pour Marie, Elena, Natacha et les 5 autres noms sur sa liste. Pour toutes les femmes du monde qui croyaient avoir enfin trouvé quelqu'un qui les aimait, seulement pour découvrir que l'amour était devenu une arme. Son téléphone vibra. Un message du commissaire Prévost. Une autre opération démantelée à Manille. 8 femmes libérées. Ton information a fait la différence, merci. Sarah sourit à travers ses larmes. Ce n'était pas assez. Ce ne serait jamais assez. Mais c'était quelque chose. Et parfois, dans un monde plein de ténèbres,
quelque chose était le meilleur qu'on pouvait espérer. Le corps trouvé dans la chambre 315 n'était pas celui de Sarah André, mais d'une certaine manière, c'était la mort de son ancien moi. La femme naïve qui croyait que l'amour était simple, que les gens étaient toujours ce qu'ils prétendaient être. La femme qui survécut était plus forte, plus sage et déterminée à s'assurer qu'aucune autre femme n'aurait à apprendre la même leçon de la manière difficile.